Histoire qui était le roi? Point. Il était une fois, commença Utakarel, et son auditoire de 3 personnes leva les yeux avec impatience. Il était une fois où Léo rugissait et la forêt tremblait avec ce bruit épouvantable. Puis, de loin, au-dessus du Vlacté, un autre rugissement flotta, et les petits lionceaux sautèrent et se dressèrent sur la tête, se renversant les uns sur les autres dans leur gaieté. Écoutez, dirent-ils, c'est Volstruy, le vieux 3 bâtons. Il essaie d'imiter le roi, notre père. Il rugit bien. En réalité, il n'y a aucune différence. Quand Léo a entendu cela, il était très en colère, alors il a encore rugi, plus fort que jamais. Le son revint à nouveau sur le Veld, comme s'il eût été un écho. Ah! Non, cela ne suffira jamais, pensa Léo. Il faut que je mette un terme à cette impudence. Ici, je suis seul roi, et je n'ai besoin d'aucun imitateur. Alors il partit et parcourut le Vlacté jusqu'à ce qu'il rencontrât le vieux 3 bâtons, l'autruche. Ils se regardèrent fixement. Les yeux de Léo brillaient, sa crinière se dressait en une masse énorme et il fouettait sa queue avec colère. Volstruy déployait ses belles ailes et se balançait d'un côté à l'autre, le bec ouvert et le cou tordu comme un serpent-fouet. Ah! C'était joli, mais si Baasgès avait pu voir ses yeux. Baasgès le sait, les yeux de Volstruy sont très doux et beaux, comme ceux de Noni lorsqu'elle raconte les histoires bibliques. Mais maintenant il n'y avait plus que de la férocité en eux et des lumières jaunes qui ressemblaient à du feu. Mais il n'y a pas eu de combat pour l'instant. C'était seulement leur façon de se rencontrer. Léo s'approcha et dit, « Nous devons voir qui est Baas. Toi, Volstruy, s'il te plaît, rugis un peu. » Alors Volstruy a rugi en se gonflant la gorge. Alors, ouh. C'était un son effrayant, le genre de son qui vous fait sentir des jets d'eau froide couler dans votre dos quand vous l'entendez soudainement sans savoir ce que c'est. Oui, Baasgès, si vous êtes au lit, vous vous recroquevillez et tirez les couvertures sur votre tête, et si vous êtes dehors, vous courez et vous approchez du Nouï ou de Noni. Un léger mouvement, révélateur de contradiction, passa de l'un à l'autre de ses petits auditeurs, mais, à moins qu'il ne s'agisse d'une soirée de conversation libre et facile, il mettait un point d'honneur à ne jamais interrompre Uta en pleine carrière. Ceci, comme d'autres choses, pourrait attendre la fin de l'histoire. Alors Léo rugit, et en réalité les voix étaient les mêmes. Personne ne pouvait dire « c'est une voix plus forte » ou « c'est une voix plus terrifiante ». Non, ils étaient juste égaux. Alors Léo dit à Volstruy « Nos voix se ressemblent. Tu es mon égal en rugissement. Qu'il en soit donc ainsi. Vous serez le roi des oiseaux comme je suis le roi des bêtes. Maintenant, allons à la chasse et voyons qui est là-bas. » Dans le Vlacté, quelques sasabis se nourrissaient, de gros, un joli clonche. Léo partit donc dans une direction et Volstruy dans l'autre, mais tous deux se tenaient à l'écart du côté d'où venait le vent. Les cerfs sauvages peuvent sentir chaque touche. Si bon, juste une petite bouffée lorsqu'un chasseur s'approche d'eux, et aussitôt toutes les têtes sont en l'air, reniflent, et elles s'en vont comme le vent. La poussière est tout ce que vous voyez, et quand elles s'envolent, non. Il n'y a pas d'argent. Tout le Veld est vide. Uta étendit les bras et les agita d'un côté à l'autre avec une expression exagérée de ne trouver rien d'autre que de l'espace vide, sa voix triste avec un sentiment de perte irréparable. Mais, il reprit son récit avec une énergie renouvelée,
Léou et Volstry étaient de vieux chasseurs. Ils savaient comment se rapprocher de plus en plus sans que les mâles le sachent. Léou se traînait lentement, près du sol, et c'est seulement lorsqu'il bougeait qu'on pouvait voir lequel était Léou et lequel était du sable. La couleur était exactement la même. Il a choisi un gros chevreuil, bien développé et gras, mais pas trop vieux pour être juteux, et quand il s'est approché suffisamment, il s'est courbé très doucement. Alors, mes petits maîtres, juste comme ça, prêt à sauter, et alors avant qu'on puisse siffler, il jaillit dans les airs comme une pierre lancée par une catapulte, et tomba droit sur le dos du Sasabi, ses grandes griffes déchirantes attachées à ses épaules et ses mauvaises dents se rencontrant dans le cou du pauvre animal. Ah! Le beau gros mâle! Plus jamais ses cornes pointues ne déchireraient ses ennemis. Plus jamais il ne dirigerait le troupeau, ni ne se promènerait dans le veld au moment de l'accouplement. Plus jamais ses narines douces ne flaireraient le danger au loin, ni ses sabots rapides ne donneraient le signal de la débandade. Non. Cette fois, c'était vraiment fini avec lui. Quand Léou s'empare d'une chose, il ne la lâche plus jusqu'à ce qu'elle soit morte. Le reste du troupeau, hélas, mais ils ont couru. Bientôt, ils furent loin, seulement des points au loin, tous sauf ceux que Volstry avait tués. Vraiment Volstry était intelligent. Baasjes le sait, il peut courir vite, plus vite même que le Sasabi. Alors, quand il a vu Léou se préparer à bondir, il a couru contre le vent aussi fort qu'il le pouvait, sachant que c'était ce que ferait le troupeau. Alors là, il les attendait, et il ne jouait pas avec eux. Tu vois, Baasjes, il se tenait juste comme ça, dans son enthousiasme. Uta se leva et prit une attitude. Et quand ils passèrent devant lui, il sauta comme ça, les frappant avec les griffes dures et acérées de ses deux vieux orteils. Uta sautillait comme un bantam combattant, tandis que les enfants se serraient dans leurs bras avec un plaisir silencieux. Voer. Il y avait un mort. Uta a donné un coup de pied vers la droite. Voer. Il y en avait un autre. Il donna un coup de pied vers la gauche, jusqu'à ce qu'il y ait un troupeau de mâles étendus dans le veld qui donne leur dernier cri. Oui. Le vieux Toutos a bien fait son travail ce jour-là. Quand Léou est arrivé et a vu que Volstry avait tué plus que lui, il n'était pas très content, mais Volstry a vite réglé son problème. Léou a dit. Vous avez tué la plupart? Alors vous ouvrez et commencez à manger. Oh non! Dit Volstry. Vous avez des petits avec qui partager la nourriture? Alors vous ouvrez et mangez. Je ne boirai que le sang. Cela a mis Léou de bonne humeur. Il pensait que Volstry était une créature noble et altruiste. Mais en réalité, comme je l'ai déjà dit, Volstry était intelligent. Baasjes voit. Il ne pouvait pas manger de viande. Il n'avait pas de dents. Mais il ne voulait pas que Léou le sache. C'est pourquoi il dit. Mangez. Je ne boirai que le sang. Alors Léou s'est ouvert, skrrr, et a appelé les petits, et ils ont tous mangé jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Puis Volstry arriva avec insouciance, picorant en marchant et buvant le sang. Puis lui et Léou se couchèrent à l'ombre de quelques arbres et s'endormirent. Les petits jouaient, se roulaient et se renversaient les uns sur les autres. Pendant qu'ils jouaient, ils arrivèrent à l'endroit où gisait Volstry. Ah! Dit l'un d'eux. Il dort la bouche ouverte. Il a jeté un coup d'œil dans la bouche de Volstry. Ah! Il a répété. Je vois quelque chose. Un autre ourson est venu et a regardé. Alkrart.
Il a dit. Moi aussi. Je vois quelque chose. Allons le dire à notre père. Alors ils s'enfuirent avec une grande excitation et réveillèrent Léou. Viens. Viens vite. Disait-il. Volstruy vous insulte en disant qu'il est votre égal. Il dort sous les arbres, la bouche grande ouverte, et nous y avons jeté un coup d'œil, et voici, il n'a pas de dents. Venez voir par vous-même. Léou bondit vite, vite avec les oursons à sa queue. Nié rrr, grogna-t-il en réveillant Volstruy. Nié rrr. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous prétendez être mon égal et vous n'avez même pas de dents. Des dents ou pas de dents? Dit Volstruy en se levant bien éveillé. J'ai tué plus de mal que vous aujourd'hui. Dents ou pas de dents? Je me battrai pour montrer qui est Baas. Allez, dit Léou. Qui a peur? Je suis juste prêt pour toi. Allez, non. Attendez un peu, dit Volstruy. J'ai un plan. Vous voyez cette fourmilière là-bas? Eh bien, vous vous tenez d'un côté, et je me tiendrai de l'autre côté, et nous verrons qui pourra le faire avancer en premier. Après cela, nous sortirons à découvert et nous combattrons. Cela semble être un bon plan, dit Léou. Et il s'est dit. Je suis plus lourd et plus fort. Je peux facilement envoyer la fourmilière voler sur le vieux 3 bâtons, puis sauter et le tuer. Mais attends un peu, ce n'était pas aussi facile qu'il le pensait. Chaque fois qu'il sautait sur la fourmilière, il s'y accrochait comme il avait l'habitude de s'accrocher à sa proie. Il n'avait pas d'autre moyen de faire les choses. Et puis Volstruy en profitait pour donner un coup de pied haut dans les airs, envoyant du sable et des pierres au visage de Léou, et le faisant hurler et cracher de rage. Parfois, il restait immobile et rugissait, et Volstruy renvoyait un rugissement de l'autre côté. Ils continuèrent donc leur route jusqu'à ce que le sommet de la fourmilière soit complètement détaché par les coups de pied et les coups. Léou était de plus en plus en colère, et il pouvait à peine voir tant ses yeux étaient pleins de poussière. Il se rassembla pour un formidable bond, mais, avant de pouvoir y parvenir, Volstruy bondit dans les airs et renversa tout le sommet de la fourmilière. Arrêt! Mais la poussière était épaisse. Quand tout s'est dissipé, Léou gisait là, gémissant et toussant, avec le grand tas de terre et de pierres sur lui. Oh! Oh! Crièrent les petits. Lève-toi, mon père. Le voici, le croque-mou. Lui qui n'a de dents qu'aux pieds. Lève-toi et tue-le. Léou se dégagea de terre et sauta sur Volstruy, mais ses yeux étaient pleins de sable. Il ne pouvait pas voir correctement, alors il l'a raté. Alors qu'il tombait lourdement, Volstruy tirait sa puissante jambe droite et rattrapait Léou sur le côté. Skrrrr. La peau est allée, et oups. Oups, le pauvre Léou tomba, avec les terribles griffes de Volstruy, les dents du vieux 2 orteils, attachées à lui. Volstruy a dansé sur lui, battant et agitant ses belles ailes noires et blanches, et arrachant la vie à Léou. Quand tout fut fini, il nettoya ses griffes dans le sable et valsa lentement à travers le veld jusqu'à l'endroit où son compagnon était assis sur le nid. Seuls les petits pleuraient sur le roi mort de la forêt. Le bavardage habituel de questions et de commentaires éclata à la fin de l'histoire, jusqu'à ce qu'enfin la jeune voix décidée de Pissy se détache du bavardage général. Outa, qu'est-ce qui t'a fait dire ça, de tirer les couvertures sur sa tête et de courir pour s'approcher de mamie si on entendait Volstruy beugler la nuit? Vous savez bien qu'aucun de nous ne le ferait jamais. Oui. Oui. Mon bâche. Je sais, dit Outa d'une manière apaisante. Je n'ai jamais parlé de quiconque appartient au pays de Volstruys. Mais d'autres petits maîtres,
qui ne connaissaient pas la voix du vieux trois bâtons, couraient vers leur maman s'ils l'entendaient. Oh! Je vois, dit Pissy, acceptant gracieusement les excuses. J'étais sûre que tu ne pouvais pas parler d'un garçon de ferme carreau. Votre histoire est-elle une parabole? Uta? Demanda le petit Jean, qui réfléchissait longuement depuis une dernière minute. Ah! Et qu'est-ce que c'est? Mon petit maître? Une sorte de fable? Uta. Oui. C'est ça. Bâche, dit Uta, saisissant volontiers le mot qu'il comprenait. Une fable? Une sorte de petite fable sympathique. Mais une parabole est une histoire terrestre avec une signification céleste, et lorsque la cousine Minnie nous raconte des paraboles, elle en trouve toujours le sens pour nous. Quelle est la signification céleste de cela? Uta? Les yeux gris innocents du petit Jean étaient sérieusement fixés sur le visage d'Uta, comme pour y lire l'explication qu'il cherchait. Pour une fois, le vieil indigène était déconcerté. Il frotta son copdoc rouge, posa pensivement un doigt tordu sur son nez plat, se gratta les flancs à la manière d'un singe, et finalement recourut de nouveau au copdoc. Mais tous ces expédients ne parvinrent pas à lui faire comprendre le sens céleste de l'histoire qu'il venait de raconter. Ah! Ces chers petits, de penser à des choses si étranges. Ils étaient tous là, attendant ses prochains mots. Il doit s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Bas Jess, commença-t-il doucement, il y a une belle signification dans cette histoire, mais Uta n'a pas le temps de la raconter maintenant. Une autre fois. Point. Uta? Interrompit Willem d'un ton réprobateur. Tu sais que tu ne veux t'enfuir que pour pouvoir aller au vieux clochard, où les Volks dansent ce soir. Non. Mon Bâche. Vraiment non. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que tu as dansé aussi, après la façon dont tu sautes ici. Oui. C'était bien, dit Pissy avec délectation. Voer. Il y a un mort. Voer. Il y en a un autre. Uta? Tu dis toujours que tu es si raide, mais tu peux toujours bien donner des coups de pied. Aja? Bâche. Répondit modestement Uta. À mon époque, j'étais une grande danseuse. Personne ne pourrait mieux faire le vastrap, ni le hondekrap, ni le valse-rivier. Arrêt? C'était l'époque. Il eut un petit saut au souvenir de ces jours fous et joyeux, et encore un autre, toujours vers le passage qui menait à la cuisine. Mais le sens? Uta? Le sens céleste? S'écria le petit Jean. Vous ne nous l'avez pas dit. Non. Mon petit Baas? Pas ce soir. Demandez à Noni. Elle vous le dira. La voilà. Et alors que la cousine Minnie entrait dans la pièce, le vieil indigène rusé, avec une agilité que l'on ne pouvait pas attendre de ses membres à l'étroit et tordus, s'éloigna en sautillant, la laissant supporter le poids de son incapacité à expliquer sa propre histoire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.